Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 398e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 398e édition de la série, nous avons retenu pour thème les défis de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en tant que juridiction de jugement. Administrative. Le thème est opportun puisque la Cour joue un rôle fondamental. Mais pour avoir cette émission, nous avons le plaisir de partager le plateau avec un professionnel. Un professionnel qui, je vous dis rarement, intervient à cette émission, mais qui nous apporte le fruit de ses conseils parce qu'il suit l'émission. C'est un professionnel disponible et qui, avec plaisir, va partager avec vous le fruit de ses recherches, de ses connaissances sur ces grandes institutions qu'est la Cour supérieure des comptes. Je veux citer le professeur Ansi Latortue. Maître Latortue, bienvenue à notre émission. Merci, Maître Payan. Je suis ravi d'être avec vous à cette émission OCPA Magazine pour partager mon point de vue sur la Cour des comptes. Je vous remercie, Maître Latortue, pour votre disponibilité. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre reçoit l'inscription en son local de 9h à 4h PM pour ceux qui voudraient faire partie de la corporation. L'Ordre organise aussi des séminaires et ce jeudi particulièrement, il y a un événement mensuel, le jeudi de l'expert comptable. C'est l'occasion pour les professionnels, les chercheurs, les étudiants de prendre part à cette conférence qui permet au grand public de se renseigner sur l'évolution de la profession. Et le thème qui sera développé, c'est pour une meilleure pratique professionnelle des experts comptables en matière fiscale. L'événement aura lieu à l'hôtel Montana ce jeudi à 5h PM. À chaque émission aussi, nous vous apportons aussi quelques éléments d'information. Nous rappelons
que lorsqu'il y a le financement d'une résidence à partir d'institutions financières, une banque commerciale ou une banque d'épargne de logement, eh bien, la loi prévoit une réduction des droits d'enregistrement. Donc, c'est un conseil qui peut être utile à tous ceux qui voudraient avoir un financement, parce qu'il y a des avantages fiscaux liés à cela. L'émission du jour, la 398e de la série, c'est la Cour supérieure des comptes en tant que juridiction administrative, c'est un grand défi. Parler de la Cour des comptes, ce n'est pas une institution d'une grande importance dans l'ordre juridictionnel administratif. Cela signifie que cette Cour a une compétence, a un rôle important à jouer. Elle est régie par une loi organique et le commun des mortels, le lecteur, le chercheur, l'étudiant, le professionnel, eh bien, vous avez intérêt à vous renseigner sur l'organisation de cette institution. Aussi, la première question que je vais adresser à mon invité, c'est Maître Latortue, quelles sont les attributions de la Cour des comptes? Est-ce que vous pouvez nous faire comprendre son évolution dans le temps? Merci, cher maître. Parler de la Cour des comptes, c'est comme si on voudrait parler de l'agora du savoir. C'est une institution qui nous est venue par les alluvions du temps. Lorsqu'on remonte le temps, on voit que la Cour des comptes, qui avait pour dénomination Chambre des comptes, date de 1823. Et si vous voulez faire une comparaison en droit, on verra que la Belgique avait cette institution en 1831. Entre-temps, la Cour a évolué. C'est en 1957 on allait avoir la Cour supérieure des comptes. Et avec le décret de 1983, on a eu la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Très bien. La Cour des comptes, en matière du droit public, on retrouve toutes les branches du droit public à l'intérieur de la Cour des comptes. La loi fiscale, la comptabilité publique, les finances publiques, le droit administratif. J'ai l'habitude de dire que la Cour, c'est le creuset de toutes ces disciplines du droit. Pour exercer une profession à la Cour des comptes, soit comme conseiller, magistrat, auditeur, vérificateur, il faut avoir une certaine idée de ces différentes disciplines. Alors je pense que les téléspectateurs vont pouvoir bénéficier cet agora du savoir en écoutant en suivant cette émission. Très bien. Mais alors, au niveau de ces attributions, la Cour fait quoi? La Cour des comptes, comme institution supérieure de contrôle, c'est ISP, intervient dans les contrôles des dépenses et des recettes de l'État. Mais il n'y a pas ça seulement. La Cour des comptes, dans ses attributions juridictionnelles, est supportée par deux chambres. Il y a une chambre des affaires financières et il y a une chambre des affaires administratives. Et c'est à partir de ces deux chambres la Cour joue ses attributions juridictionnelles. Parce que parfois, on dit que la Cour est juge et arbitre parce qu'elle intervient dans le champ
du contrôle administratif. Mais c'est normal, puisque la Cour intervient pour contrôler les accords à caractère financier, les accords, les conventions, les projets à caractère financier. Quand il s'agit de passation de marché, quand il s'agit des accords de prêt, la Cour doit donner son avis motivé. Cependant, il y a quand même une jonction entre les attributions administratives et les attributions juridictionnelles. Au niveau des attributions administratives, la Cour donne son avis, mais au niveau des attributions juridictionnelles, la Cour donne des arrêts, qui est une décision de justice. Le problème, comme ordre, on pourrait dire, est-ce que la Cour des comptes est un ordre juridictionnel administratif? Là, on dit non. Pourquoi? Parce que les décisions rendues par la Cour des comptes au niveau juridictionnel sont susceptibles de pouvoir en cassation. Très bien. À partir de là, la Cour se retrouve dans l'ordre judiciaire. Elle est coiffée par la Cour de cassation. Mais quand même, il faut l'accepter parce que ce sont des textes. Et cela est prévu dans la charte fondamentale qui est la Constitution. Donc, la Cour a deux attributions essentielles. Mais on veut mettre en phase sur le côté, je dirais, juridiction administrative. La Cour en tant que voie de recours. Mais alors, qu'est-ce qui peut porter un justiciable à s'adresser à la Cour des comptes? Et comment ça se fait? D'accord. On prend l'attribution juridictionnelle. On dit que la Cour, au niveau de la juridiction juridictionnelle, c'est ça, et juridiction administrative, la Cour intervient pour faire des contrôles. Mais dans le temps, la Cour faisait des contrôles a priori. Suite à la mise en place. Alors, on veut expliquer ça, clarifier pour nous, le contrôle a priori, pour que l'on puisse comprendre. Le contrôle a priori se fait à travers un corps qu'on appelait des contrôleurs financiers. La Cour avait un corps de contrôleurs. De l'autre côté, il y avait un corps de vérificateurs. C'est le contrôle. Le contrôle, a priori, se faisait par les contrôleurs. Et le contrôle a posteriori se fait ou se faisait par les vérificateurs. Très bien. Il y a des modifications. Maintenant, on a enlevé le contrôle a priori à la Cour des comptes. Ce contrôle ne se fait plus par la Cour des comptes. Ce contrôle est fait par des comptables affectés au ministère des Finances. C'est un corps qui est implanté au ministère des Finances pour faire ce contrôle a priori. À partir de ce moment, la Cour est débarrassée de ce contrôle a priori. Elle intervient seulement au niveau du contrôle a posteriori qu'on appelle audit, qui consiste à donner des charges par un arrêt de quitus ou de débet à un ordonnateur ou un comptable public ou de fait. Très bien. Alors, nous rappelons encore une fois, le contrôle a priori suppose que la Cour des comptes avait des contrôleurs dans les institutions publiques et avait pour mission de contrôler, je dirais, l'aspect conformité des dépenses engagées par l'institution publique.
et le contrôle a posteriori, comme l'a si bien dit M. Latortue, eh bien, il est encore effectué par la Cour des comptes et c'était l'obligation pour la Cour des comptes d'effectuer l'audit des institutions financières, des institutions publiques, incluant les ministères. Et c'est sur la base de ces rapports que la Cour des comptes pouvait octroyer, accorder des charges ou à des charges à qui mérite quitus et un arrêt de débat dans le cas pratiquement où la gestion se révèle non satisfaisante. Mettre la tortue, puisqu'il est fait état d'arrêt de la Cour des comptes, mais là, dans la pratique, comment ça se fait? Est-ce que la Cour des comptes intervient effectivement dans toute l'institution publique, incluant le ministère, pour sanctionner la gestion des comptables publics? Normalement, la Cour des comptes devrait, par des interventions à travers ses brigades de vérificateurs, contrôler les recettes et les dépenses de l'État. L'État central, les organismes autonomes, collectivités territoriales, etc. Même ce qu'on appelle les institutions mixtes. Parce que automatiquement, le trésor public met à la disposition d'un particulier une somme, un montant, la Cour des comptes a pour devoir d'apurer ces comptes. Parce qu'il relève du trésor public. La Cour des comptes, comme institution de contrôle, a un rôle fondamental dans le contrôle des deniers de l'État. Mais le contrôle, lorsqu'on parle de contrôle, on ne voit jamais très bien une institution de contrôle dans n'importe quel pays. La Cour est une institution de contrôle, certes, mais de plus, on dit que la Cour des comptes est une institution de contrôle autonome et indépendante. La Cour n'est pas l'État dans l'État, mais il a des prérogatives de contrôler l'État, de contrôler les dépenses de l'État. Puisqu'on parle de juridiction, le contrôle fait par la Cour des comptes peut avoir des problèmes. Le problème réside à quel niveau? On dit que très souvent, une décision de la Cour des comptes prend trop de temps. Par exemple, la Cour des comptes contrôle la comptabilité des comptables publics. Le texte qui fait comprendre que l'audit doit se réaliser pendant une période de 12 mois, mais est-ce que la Cour des comptes peut intervenir efficacement pour auditer toutes les institutions publiques dans une période de l'exercice? À partir de ce moment, on agite des questions, on pose des problèmes, on a des préoccupations pour déterminer l'efficacité de l'intervention de la Cour des comptes. Parce qu'il faut contrôler, c'est un budget, le budget est voté, et la Cour des comptes donne son avis motivé sur le projet de budget, et la Cour des comptes aussi doit contrôler l'exécution du budget. Alors la grande question de savoir, puisque la Cour des comptes donne son avis sur le projet de budget, et également il y a ce qu'on appelle la loi de règlement aussi.
Après, lequel projet de loi de règlement doit être soumis avant la position de budget. Donc on se demande maintenant, est-ce que la Cour doit accorder des charges après, par le seul fait du vote du droit de règlement par le Parlement? Bon, d'accord. Il y a un budget initial. C'est le budget général de l'État qui est soumis, alors c'est un projet qui est soumis par devant le Parlement. Tout à fait. Et puis toutes les procédures ont été respectées, etc., etc. Mais après, il peut y avoir des déséquilibres au niveau de l'exécution du budget. Intervient ce qu'on appelle le budget rectificatif. Oui. On opère des modifications, réaménagements, affectations, etc. Mais in fine, on doit déboucher sur la loi de règlement. Tout à fait. Mais cette loi de règlement n'est jamais à jour. C'est une provision légale qui n'est pas respectée. Il faudrait avoir, dans un premier temps, un budget initial, un budget rectificatif, éventuellement, et la loi de règlement. Tout à fait. À partir de la loi de règlement, on allait pouvoir identifier est-ce qu'il y a eu une bonne gestion des deniers de l'État. Ce qui n'existe pas. Le problème, c'est que, selon les informations dont je dispose, c'est que pour confectionner la loi des règlements, le plus souvent, c'est l'international qui intervient, qui finance pour préparer ce document. Même là encore, ce document n'est jamais à jour. Cette loi de règlement. Espérons qu'on arrive un jour à avoir atteint cette loi de règlement. Parce que vous avez parlé de bonne gouvernance. La bonne gouvernance n'a pas d'idéologie, n'est pas de gauche ni de droite. C'est un produit des think tanks mis au profit de tous les pays qui veulent se moderniser. Il faut prôner, il faut encourager la bonne gouvernance chez nous. Et l'importance de la Cour des comptes, si on parle des concepts d'état de droit, c'est la Cour des comptes qui est en mesure d'imposer cet état de droit. Parce que la Cour des comptes, dans le temps, il y avait ce qu'on appelle gouvernement des juges et les ministres juges. C'est la Cour des comptes qui allait mettre un peu d'ordre. Parce que le juge à la Cour des comptes, le juge administratif, un ministre peut décider de révoquer un employé. C'est la Cour des comptes qui est en mesure d'évaluer la légalité de cette révocation. Eh bien, lorsqu'on parle de l'état de droit, lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, ça doit commencer au niveau de la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes qui doit donner le ton à travers les contrôles des recettes, à travers ses audits de l'efficacité, d'efficience, d'économie, à travers l'opportunité des dépenses de l'État. C'est la Cour des comptes qui doit donner le ton. Mais comme institution de contrôle, la Cour des comptes est financée par le Trésor public. Je pense que pour arriver à avoir cette Cour que nous aimerions avoir, il faut l'aide de la société civile. La société civile doit accompagner la Cour des comptes. Parce que l'exécutif n'aimerait pas avoir une institution de contrôle forte. Ça n'existe pas. C'est au nom de la démocratie. C'est au nom de la bonne gouvernance. C'est au nom de l'état de droit, au nom de ses valeurs
on lutte pour avoir une institution de contrôle, qui est la Cour des comptes. Mais alors, M. Tortue, comment peut-on saisir la Cour des comptes en tant que juridiction administrative? C'est bien. Et lorsqu'on dit que, par exemple, on dit que les ministres ne sont pas justiciables par devant la Cour des comptes, comme ordonnateurs. Maintenant, on va estimer, on va analyser le champ de compétences de la Cour des comptes à travers ses attributions. On dit que la Cour des comptes a une attribution juridictionnelle. Au niveau du juridictionnel, la Cour des comptes donne des arrêts à travers ses décisions. Mais qui sont visés par ces arrêts? Il y a les fonctionnaires de l'État, les agents de l'administration. Il peut y avoir les usagers de l'État, les particuliers. Il peut y avoir aussi conflit, dans le cas où il y a conflit entre un organisme et son ministre de tutelle. Il y a une panoplie. Cependant, dans la pratique, c'est que il y a des espèces qui sont prévues par la loi, mais dans la pratique qui ne sont pas traitées à la Cour des comptes. Le texte prévoit, lorsqu'il y a un contentieux fiscal, on peut porter cette affaire par devant la Cour des comptes. Mais à la Cour des comptes, on peut compter sur les mains pour voir combien d'espèces, combien d'affaires de cette espèce on a traitées. On traite le plus souvent des cas de révocation. Un agent de la fonction publique qui travaille dans un ministère qui a été révoqué adresse un recours par devant la Cour des comptes. Un policier dans ses fonctions qui est victime, qui estime qu'il est lésé, porte l'affaire par devant la Cour des comptes. Par devant la Chambre des affaires financières, la Cour peut exercer l'autosaisine. Et la Cour a pour devoir d'apurer les comptes des comptables de deniers de l'État. Ça, c'est automatique. Mais dans la Chambre des affaires administratives, c'est l'intéressé qui doit porter l'affaire par devant la Cour des comptes, qui doit exercer l'action par devant la Cour des comptes. La Cour ne peut pas exercer l'autosaisine. Il n'y a pas autosaisine. Maître Payan, je voudrais attirer votre attention sur un point. Le droit administratif, c'est un droit évolutif. Dans un pays comme Haïti, on n'a pas cette pratique, cette culture du droit administratif. Je me rappelle avoir rencontré un étudiant en droit au cours d'une conversation qu'on avait eue ensemble. Je lui disais qu'à l'époque, je travaillais à la Cour des comptes. Il m'a posé la question, c'est quoi la Cour des comptes? Je lui ai dit que c'est un tribunal administratif. C'est quoi un tribunal administratif? Mais c'est un étudiant qui était en deuxième année du droit. C'est-à-dire qu'on doit cultiver davantage, on doit propager cette notion de la Cour des comptes par ses attributions, sa mission, ses valeurs, etc. et son rôle dans la société. Et pour rester dans le contexte de votre sujet, pourquoi pas les défis de la Cour des comptes? Parce que
si on veut réellement à construire une démocratie en Haïti, si on veut réellement à construire cet état de droit, si on veut à rentrer dans la modernité, la Cour des comptes a son rôle à jouer. Si on veut lutter contre la corruption, la Cour des comptes a son rôle à jouer. Et c'est très intéressant d'avoir une émission qui parle des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes. Très bien. Alors, vous avez bien dit, la Cour est saisie. Mais comment se réalise, je dirais, l'organisation du procès, de l'affaire, comment ça se réalise? D'accord. Il y a des petits points d'ombre à la Cour des comptes parce que actuellement, la Cour des comptes est régie par un décret du 23 novembre 1983 et un décret du 4 novembre 2005. D'accord? Bon, vous êtes un spécialiste du droit, on a deux décrets, on dit qu'on a que le décret abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires. Mais qu'est-ce qui arrive à la Cour des comptes? C'est que dans le décret 2005, on n'a pas traité le chapitre de procédure. C'est-à-dire que si on appuie sur le décret 2005, on va se trouver dans un problème de savoir le délai qu'on a pour saisir la Cour des comptes. On est obligé d'emprunter le décret 83, d'utiliser le chapitre de procédure de 83 et d'utiliser les autres dispositions du décret 2005. OK. Mais en droit, parce que le droit, c'est la logique pure. Pour parler de comme Hans Kelsen, il n'y a pas de bricolage en droit. On procède à travers les sources du droit pour donner une réponse ponctuelle. Alors, puisque les deux décrets sont complémentaires, c'est ça. Alors, on prend une pause et on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 398e édition de la série OPA Magazine. Série qui a pour thème la Cour supérieure des comptes et du conseil administratif en tant que juridiction administrative. C'est un grand défi. Notre invité, Maître Ancy Latortue. Au cours de la première partie de l'émission, Maître Latortue vous a décrit les attributions de la Cour des comptes. Les attributions à la fois financières et administratives. La Cour intervient dans le cadre du contrôle du budget, de l'exécution du budget. La Cour est une organisation, est une institution à la fois autonome et indépendante qui a une mission, une fonction fondamentale dans le cadre de la bonne gouvernance. Puisque la Cour des comptes permet de sanctionner la gestion des comptables publics et
sa mission est donc fondamentale. Comme l'a si bien dit Maître Latortue, eh bien, la société a intérêt à suivre l'évolution de cette institution. Mais puisque nous parlons de juridiction administrative, de mode de fonctionnement de cette juridiction, avant la pause, Maître Latortue a posé un problème d'une grande importance, à savoir que les deux décrets, le décret 83 et celui de 2005, sont complémentaires en matière de procédure. Maître Latortue, est-ce que, comme il y a un code de procédure civile, est-ce qu'il y a aussi un code de procédure permettant aux justiciables ou bien aux pratiquants du droit de se renseigner sur la procédure à suivre dans le cadre de la saisine de la Cour? OK. Maintenant, pratiquement, celui qui veut saisir la Cour des comptes utilise le décret de 83. Suite à une décision, la personne qui se sent lésée doit respecter un délai de 90 jours. Et la saisine se fait par une requête. Vous portez l'affaire par devant le greffe de la Cour. C'est tout le tralala de la procédure civile. Il y a enrôlement, mise au placet, et puis il y a un collège de jugement. C'est que jusqu'à présent, la Cour siège avec un collège de 3 membres. Alors 3 magistrats. Il y a l'auditorat, c'est que au niveau du décret de 83, on parle de l'auditorat, et au niveau du décret de 2005, on parle de ministère public. Alors, c'est que jusqu'à présent, au niveau de la Cour des comptes, il n'y a que l'auditorat qui est opérationnel. Le problème, pour faire avancer le droit, surtout le droit administratif, qui n'est pas l'apanage de tout un chacun, qui est réservé, je dirais, qui est un peu élitisme, c'est que je pense que ce sont des anomalies qu'il faut corriger. 2005, 1983, on a suffisamment de temps. Parce que ça demande seulement des réflexions intellectuelles, des réponses. Ce sont des chercheurs qui doivent produire, qui doivent pondre des choses intellectuelles. Mais quand même, il y a un laxisme. On pose la question, qu'est-ce qui empêche à la Cour des comptes de se doter des outils, des mécanismes pouvant lui permettre de fonctionner normalement? Parce que le pays souffre de ça. OK, il y a l'auditorat, le greffe, il y a une direction pour les affaires financières, il y a une direction. Ce sont des directions qui viennent en support aux chambres, aux 2 chambres. Par exemple, il y a une chambre des affaires administratives et il y a une chambre des affaires financières. Pour la chambre des affaires financières, il y a une direction technique qui prépare les rapports d'audit. Et ce rapport d'audit est transféré à l'auditeur, parce que la différence, lorsqu'on parle à la Cour des comptes de l'auditeur, il y a différence entre un auditeur qui est assimilé au ministère public et un vérificateur qui fait de l'audit financier. Il y a une confusion, ce sont 2 concepts différents, mais il ne faut pas faire des amalgames pour les mélanger, parce que l'auditeur à la Cour des comptes n'est pas un vérificateur. Mais la saisine des Cours des comptes, ce n'est pas compliqué. L'intéressé adresse sa requête au président de la Cour des comptes via le greffe, et puis il y a les suivis
qui se font et puis pour arriver à une décision qu'on appellera un arrêt de la Cour des comptes. Mais il n'y a pas un code de procédure pour en parler. Moi, normalement, je sais que j'ai un code de procédure qui n'est pas annoté. Et le nom m'échappe, que j'avais fait l'acquisition à l'une des librairies de la place. J'ai ça en ma possession. Mais je pense que les articles concernant le droit administratif est un peu éparse. C'est éparpillé un peu partout. On peut faire des compilations, mais ce n'est pas facile. Jusqu'à présent, officiellement, je peux dire que, en dehors de ce document que je possède moi-même, en 2 tomes, mais il n'y a pas un code de procédure comme le code civil, le code pénal, etc., qui traite le droit administratif. Mais est-ce qu'il y a trait au délai particulièrement? Délai de réaction, délai de jugement. Bon, lorsqu'on parle de délai, il y a un délai fatidique. Il y a un délai par petit indicateur. Le délai fatidique, c'est 90 jours. L'action est portée par devant la Cour. Là, il y a requête. Non. Il y a une requête. On a pris une décision contre vous. Non, pas encore. Okay. La requête est soumise à la Cour. Okay. La Cour dispose d'un greffe. Dans quel délai le justiciable doit-il avoir l'arrêt de la Cour, la position de la Cour? Non, il n'y a pas de disposition qui traite ça. Il n'y a pas de disposition. C'est à discrétion. C'est ça. La Cour, il y a des affaires qui traînent pendant 2 ans, 3 ans. Mais comme il peut y avoir des affaires qui, dans un délai de 3 mois ou 6 mois, la décision est sortie. Mais, maître, écoutez, s'il n'y a pas de délai, quelqu'un qui est révoqué indûment, par exemple, et qui porte l'affaire par devant la Cour, et qui n'a pas son salaire, si la Cour traîne avec ce dossier, donc là, il y a quand même une partie qui est lésée. Donc, comment réparer ceci pour que l'on puisse saisir la Cour de manière efficace? Bon, il y a une réflexion doctrinale qui se fait là-dessus. C'est que, dans la mesure qu'il n'y a pas encore la décision de la Cour des comptes, la personne est considérée comme quelqu'un qui est toujours en poste. Ah, ça c'était théorique. Non, mais peu importe théorique. Parce que lorsque la personne lésée exerce une action devant la Cour des comptes, dans l'arrêt que la Cour des comptes aura à rendre, on va dire que de payer à la personne les salaires, les émoluments à partir de la date de la saisine de la Cour. À partir du moment, jusqu'à présent, cela est ce qu'elle est, c'est comme ça qu'on procède. Mais il n'y a pas une date impérative faisant droit à la Cour des comptes de traiter un dossier dans un délai de 3 mois. Ça n'existe pas. Donc, on a un délai de 3 mois pour porter l'affaire par devant une instance supérieure. 90 jours. 90 jours, mais il n'y a pas de délai pour que la Cour traite le dossier. Non, non. Alors, en pareil cas, mettre la tortue, on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas, je veux dire, le contentieux fiscal est comme une matière morte, puisqu'il n'y a pas un oui, il y a des espèces qui se font rares à la Cour des comptes, parce que autrement, quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à traiter les mêmes dossiers, ça devient routine. Et c'est lassant. Ce n'est pas à la Cour des comptes d'inciter les gens à venir apporter des espèces à la Cour, mais c'est le système même. Lorsqu'il y a un problème, un contentieux fiscal, on cherche à résoudre les problèmes par d'autres moyens. On n'a pas encore cette culture de permettre, par exemple, même lorsqu'il y a un conflit entre un organisme autonome et son ministère de tutelle, on ne cherche pas la solution juridique. On n'emprunte pas le chemin du tribunal. Alors, Maître Tortue, est-ce que là, il n'y a pas un travail de motivation à faire, de sensibilisation à faire par la Cour des comptes pour que les contribuables, les justiciables, soient informés du rôle de la Cour? Parce que généralement, on pense que la Cour est là uniquement pour trancher les affaires financières.
on parle de décharge, etc. Mais cet aspect de la Cour qui a une grande importance, eh bien, elle n'est pas exploitée à fond. Non, non, oui, je suis d'accord avec vous. Mais cependant, par exemple, vous avez parlé de est-ce qu'il y a un délai de traitement des dossiers, par exemple. Le droit fonctionne avec, je pense, hein, c'est mon avis, le droit fonctionne avec des réflexions juridiques, des doctrines. Par exemple, lorsque vous prenez le service public, SP, mais il y a deux auteurs français qui apportent des lumières sur ces questions. SP, il y a Maurice Oriot, qui est le doyen de l'école de Toulouse, et Léon Duguy, doyen de l'école de Bordeaux. L'un apporte la puissance publique, l'autre apporte le service public. C'est tout un débat. OK? Mais en Haïti, lorsqu'on parle des services publics, il y a une nuance. Il y a des SP administratifs, ESPA, service public administratif. Il y a SPIC. SPIC, c'est service public industriel et commercial. OK? Parce que dans le management public, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On voit que le plus souvent, l'État ne cherche pas à maximiser ses profits. Et dans le public, l'investisseur cherche à rentabiliser ses profits. Mais on essaie de connecter le public et le privé. C'est justement, on donne la possibilité avec le SPIC à l'État d'investir dans des secteurs profitables. Très bien. Alors, avant d'aller, maintenant, vous regardez la Cour, par exemple, la représentation de la Cour à l'échelle sur l'ensemble du territoire. Donc, est-ce que la Cour dispose de tribunal administratif dans les différents points du territoire? OK. C'est que la Cour des comptes a une présence territoriale de contrôle. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à établir les tribunaux régionaux. Ce qui explique ça, il y a un problème de texte aussi. On a abordé la question du décret 83 et 2005, etc., etc. Mais si on parle au point de vue structure, la Cour des comptes est implantée au niveau des départements. Si on va au Gonaïves, la Cour des comptes est représentée. Si on va dans le Nord, la Cour des comptes est représentée. Mais la Cour des comptes n'a pas encore au point de vue attribution juridictionnelle, n'a pas encore des tribunaux présents dans ces départements. Donc, ça voudrait dire que une affaire dont la Cour est saisie est tranchée à un seul niveau. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de subdivision à l'intérieur du territoire administratif. C'est ça. Et le recours, vous avez dit, c'est le recours par devant la Cour. Pas devant la Cour. Non, après la Cour. C'est-à-dire, pour pouvoir en cassation. C'est-à-dire, si on n'est pas satisfait de la décision de la Cour, il faut se référer à la Cour de cassation. Mais, maître, là, il faudrait que vous passiez la lumière pour que les gens puissent comprendre très bien. Parce qu'il y a beaucoup de cas où des gens sont comme découragés. On saisit la Cour, il n'y a pas de réponse. De quelle voie peut-on disposer si la Cour ne réagit pas? Bon, automatiquement, la Cour est saisie. Avant, dans le texte 83, on parlait de recours gracieux. La Cour utilisait ce champ de compétences pour traiter une affaire sans être mise au passé. Mais avec le texte de 2005, la Cour ne traite pas les affaires gracieuses. Automatiquement, lorsque l'affaire est arrivée par devant la Cour des comptes, la Cour est saisie, on analyse le dossier. Il y a, des dossiers qui nécessitent d'être
placées au niveau des attributions juridictionnelles, il y a des affaires qui nécessitent d'être classées sans suite. À partir du moment, parce qu'on exige que la personne lésée doit se faire accompagner, la personne lésée doit se faire accompagner d'un avocat. C'est-à-dire que l'avocat, c'est un spécialiste du droit, il doit apporter à son client la lumière nécessaire. D'accord? Et j'estime que si une personne exerce un recours par devant la Cour des comptes, automatiquement l'affaire est canalisée. Si l'affaire nécessite un traitement juridictionnel, automatiquement le greffe qui joue cette partition va faire le nécessaire. Bon, en cas de classement sans suite, est-ce que la personne concernée est avisée? Ou la partie concernée est avisée? Oui, c'est ça, parce que automatiquement, la personne l'intéressé arrive à la Cour des comptes, il est reçu par les staffs du greffe, automatiquement, il y a un lien qui est établi entre l'intéressé et la Cour des comptes. C'est normal. Alors, est-ce qu'on peut parler pratiquement de dommages d'intérêt, par exemple? Si la personne n'a pas pu, à principe, obtenir à gain de cause, est-ce qu'il est question d'avoir des dommages d'intérêt en dehors des arriérés de salaire à verser à la personne en cas de révocation particulièrement? Bon, cela va dépendre de l'appréciation du juge qui traite le dossier, du magistrat. Parce qu'il y a le plein contentieux. N'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure que la Cour, c'est après avoir rendu son arrêt, on peut savoir est-ce qu'il considère la personne comme quelqu'un qui a été révoqué ou non. Automatiquement, la personne n'est pas révoquée. Il bénéficie tous les privilèges qu'accorde l'État et la fonction publique. D'accord? Maintenant, il va dépendre de l'appréciation du magistrat. Alors, c'est un collège qui décide. Même lorsque l'auditeur qui accompagne, qui donne compétence au tribunal, décide autrement, le magistrat n'est pas lié par l'avis motivé de l'auditeur. Cependant, c'est une question qui fait débat, à savoir, est-ce que quelqu'un qui a été révoqué légalement ou illégalement mérite de recevoir dommages et intérêts? C'est tout un débat. À mon avis, j'estime que c'est la décision finale, c'est la Cour des comptes qui a compétence, qui a l'autorité de dire est-ce que la personne est bien ou mal révoquée. Il faut attendre cette décision. La Cour est souveraine dans ce cas. C'est la décision de la Cour des comptes. Très bien. Mais est-ce que, selon votre expérience, le justiciable peut compter sur l'objectivité de la Cour? Bon, l'objectivité, c'est lorsqu'on dit est-ce que le journaliste est objectif. C'est vrai, mais par exemple, c'est sérieux. Moi, je pense que l'objectivité, c'est une construction. Et on est tous des constructions. On est construction par l'appareil qui nous façonne. L'appareil idéologique qui nous façonne. C'est-à-dire que moi, comme personne, j'ai un jugement. Mais est-ce que je peux oser dire que mes jugements sont objectifs? Je ne sais pas. Parce que je suis produit d'une construction. Je vais réfléchir, je vais décider en fonction de ce que je suis. Le juge aussi, de ses doctrines juridiques, de ses valeurs éthiques, morales et tout. L'objectivité, et c'est un mot que j'utilise avec prudence. Très bien. Est-ce que, je prends le cas par exemple de l'employé qui n'aurait pas reçu sa paye, est-ce qu'il peut s'adresser à la Cour des comptes? Est-ce qu'il peut s'adresser à la Cour des comptes pour les salaires non versés, non payés? Oui. On parle des arriérés de salaire, des gens qui disent ne pas recevoir le salaire depuis
5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 Oui, mois. oui, la Cour des comptes est compétente. Et la Cour des comptes reçoit ces genres de cas. Et donne des décisions, des arrêts, se prononce. Parce que quand même, moi je pense que l'alternance de façon générale apporte toujours quelque chose de positif. Je pense que la Cour des comptes a évolué. Il faut le dire. Mais quand même, c'est une institution de contrôle qui se trouve dans un pays qu'on appelle Haïti avec ses faiblesses. La Cour des comptes hérite de ses faiblesses, les faiblesses de son environnement. La Cour des comptes est victime de manque de moyens. Et on a peut-être la Cour des comptes que le pays peut avoir. Mais on ne peut pas se contenter maintenant d'avoir cette cour qui fonctionne comme ça. On doit être plus exigeant. Je pense que la Cour des comptes peut faire mieux. Et parlant de défis, la Cour des comptes doit se hisser, doit se mettre au diapason pour apporter des réponses ponctuelles à nos défis. Très bien. Ainsi prend fin la 398e édition de la série. Disons un grand merci à Maître Latortue sa disponibilité et à vous, nous disons à bientôt, Maître Latortue. Merci. À bientôt.